Bienvenue dans les rencontres virtuelles du roman des étudiants. Rien n'arrête le prix du roman des étudiants et notre envie de vous faire rencontrer les 5 auteurs sélectionnés pour cette nouvelle édition. Une édition inhabituelle, cela ne vous aura pas échappé, qui nous amène à basculer les rencontres qui ont lieu habituellement en amphithéâtre, en bibliothèque universitaire et en librairie dans les espaces numériques. Pour la première fois dans l'histoire du roman des étudiants, nous avons pris l'initiative à France Culture d'enregistrer des rencontres virtuelles avec les 5 auteurs en lice. Ces rencontres sont préparées et animées par vous, étudiants et enseignants des universités de Lille, Montpellier, Aix-en-Provence, Rennes et Lyon, qui avez bien voulu vous prêter à l'exercice cette année. Ces 5 rencontres permettront à l'ensemble des jurés, environ 1500 personnes, étudiantes et étudiants, parfois éloignés géographiquement, de se faire un point de vue critique sur les 5 œuvres et leurs auteurs pour finalement voter le 10 décembre et élire leur lauréate ou leur lauréat. L'intégralité de ces rencontres sera disponible sur le site de France Culture, franceculture.fr et les réseaux sociaux en novembre. Je vous souhaite une bonne rencontre. Bonjour Célia Lévy, on est vraiment ravis de vous rencontrer. Donc je vais brièvement en fait expliquer qui on est parce qu'effectivement on est un peu un ovni là, on est la faculté des sciences. Alors je vous explique, on fait partie de l'université de Montpellier qui a beaucoup de composantes et le service agriculture en fait a proposé donc on participe au prix du roman étudiant et j'ai la chance en fait d'être professeur de français dans une L3 qui est premier degré et médiation scientifique. Donc, ça veut dire que ce sont tous des étudiants, ceux qui vont s'exprimer, tous les 4, issus de filières scientifiques aussi diverses que maths, géologie, écologie et neurobiologie. Et ils veulent tous, en fait, être professeurs des écoles. Et donc, mon UE, l'UE littérature, c'est en fait l'occasion pour eux d'améliorer la culture générale. Et c'est en ça que pour nous, c'est la 2e année qu'on participe, c'est une grande chance parce que c'est l'occasion de nourrir. Je vais leur laisser la parole. Donc, votre livre, autant le dire, a suscité beaucoup d'échanges entre nous. Voilà, je pense ils vont vous en parler. Donc, on va effectivement, on s'est fait un petit temps de parole. Chacun va vous poser les questions qu'il a déterminées à tour de rôle. Nous, on préférerait, si c'est possible, Adrien, que les questions dans le public arrivent après, en fin d'interview. Voilà, pour ne pas couper un peu la dynamique qu'on a un peu prévue. Voilà. Aucun problème. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bah, je crois, alors on a un garçon, c'est Arthur, et c'est lui qui va ouvrir la séance. On vous voit. Ah, c'est bon, mon micro. Voilà. Bon. Bonjour, Célia Lévy. Bonjour. Donc dans votre roman, vos personnages s'engagent politiquement, pour la plupart assez mollement et en dents de scie, sauf Saïd, mais je veux pas divulgacher ici votre roman. Je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans le rapport qu'entretiennent vos personnages avec la politique, et ça m'a un peu laissé l'impression que vous aviez dressé une sorte de portrait de la population française à un moment donné, à une période précise. En plus de ça, vous ancrez votre narration dans une histoire qui nous est assez proche. Je pense aux camps de migrants qui vont et qui viennent au fil du récit, à l'engagement enfin plutôt la participation de Jeanne à Nuit debout, dont on se souviendra très certainement comme d'un tournant politique dans quelques décennies, un peu à l'instar de mai 68 et les Gilets jaunes plus récemment. Donc cet ancrage dans une histoire qui nous est assez proche m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous considérez que La Tannerie est un roman historique? Il y a une composante historique assez forte, c'est-à-dire que c'est un roman qui est social et qui est réaliste, qui dresse effectivement un peu le portrait d'une époque, même si forcément, en fait, c'est une époque à un certain moment et dans un humain c'est pas
c'est pas forcément tout le monde, c'est aussi une classe d'âge. Et donc, oui, on peut dire qu'il y a une forte composante historique et sociologique. Cependant, c'est quand même cela dit, c'est tout de même un roman. Et donc, c'est sûr qu'il y a une partie vraiment de fiction forte. Mais c'est vrai enfin, là où vous avez raison, c'est que c'est quand même un personnage qui est confronté à la société et à l'histoire. Enfin, à l'histoire de son pays, à ce qui se passe autour d'elle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon satisfaisante. Moi, ça me va. Bon, alors si ça va Arthur, c'est parfait. La question que je me pose, c'est que je crois que la question de Maëlys, en fait, la suivante, vous y avez déjà répondu plus ou moins, Oui. il me semble, hein, c'est ça? Oui. Donc, on va peut-être en fait passer à la question de Caroline, puisque la question c'était effectivement dans quel ordre vous définiriez comme écrivain, sociologue ou philosophe. Mais je pense que vous avez effectivement un petit peu répondu déjà à cette question, donc on Non, va mais je peux y répondre. Vous pouvez répondre? Oui, je peux y répondre. Peut-être que Maëlys pose la question elle-même alors, parce qu'il y avait. Maëlys, vous voulez bien? Donc moi, dans votre roman, j'ai remarqué que tous vos personnages, ils s'engagent politiquement d'un côté ou d'un autre. Et vous abordez beaucoup de thèmes d'actualité, comme l'a cité Arthur, le mouvement Nuit debout, mais aussi la jeunesse parisienne qui vit dans les bars et dans les restaurants. Et tout au long de ce roman, on suit Jeanne qui expérimente cette vie parisienne et qui se questionne. Et du coup, les questions que soulève Jeanne et que vous soulevez à travers votre personnage, est-ce que vous définiriez-vous comme écrivain, sociologue ou philosophe, et dans quel ordre à travers ces questions que soulève ce personnage? Alors, je ne pense être ni philosophe ni sociologue. Je pense que c'est très différent comme approche parce que c'est pas une étude en fait. Je ne prétends absolument pas à une forme de vérité ou de comment dire ou de réalisme absolu. Je pense aussi que en sociologie, en fait, non seulement il y a du terrain, mais on prend un groupe, on le caractérise, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas là dans mon roman. Et d'ailleurs, le roman commence plus ou moins en juin 2015 et se termine, on va dire, en 2019. Enfin, voilà. Donc, c'est pas la chronique en fait de 2015 à 2017, parce qu'il y a des événements qui sont manquants. Donc moi, j'ai pas voulu coller à l'histoire, j'ai voulu en fait qu'il y ait des événements effectivement contemporains qui viennent nourrir une narration qui tournait beaucoup autour du lieu même, à savoir la tannerie, qui est un lieu fictionnel, même si là, il peut avoir des modèles dans la réalité. Mais moi, je me considère pleinement comme écrivaine en écrivant la tannerie. Et même plus qu'écrivaine, romancière, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a une spécificité, je pense, romanesque dans la tannerie. Et philosophe, vraiment pas du tout, parce que même s'il y a quelques petites touches de réflexion, qu'elles soient autour de Marx ou de l'école de Francfort, enfin, et de remise en cause du capitalisme, ça reste quand même. Enfin, je pense que le roman traite plus des rapports entre les personnages, d'une vision d'un personnage sur ce qui l'entoure, que réellement de théorie philosophique. Et puis moi, j'ai pas fait d'études ni de sociologie ni de philosophie. Merci. Je pense qu'en fait, alors, vous verrez, mais en fait, les questions qu'on va vous poser par la suite, on va arriver justement vraiment au côté romanesque, mais c'est vrai que pour l'instant, on est précisément plutôt justement dans cet aspect-là. Donc, vous avez aussi fait la transition avec la question de Caroline, je crois. Oui, alors moi j'ai remarqué que dans votre livre, on parlait à plusieurs reprises de la question de la précarité et liée au travail. Et je me suis demandé s'il y avait un lien avec la société de consommation comme on la connaît à l'heure actuelle ou pas.
Oui, tout à fait. Non, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que ça parle beaucoup de la précarité et de la précarité au travail, c'est-à-dire du fait qu'il y a peu de possibilités en fait de CDI et que même un CDI pour un poste où on comprend que Jeanne ne sera pas extrêmement bien payée est vu comme le Saint Graal et comme une quête et un but en soi. Alors même qu'en fait, c'est un travail qui finalement n'est pas bien rémunéré. Et on voit que donc des établissements tels que la tannerie, qui sont des établissements culturels, mais je pense que ça vaut pour énormément d'autres lieux, pratiquent ou jouent sur la précarité du travail et sur le fait qu'il y a un taux de chômage assez élevé pour payer moins leurs employés, les faire travailler dans des conditions qui ne sont pas très reluisantes. Euh, donc ça c'est la première partie, je pense, de votre question. Effectivement, je pense aussi que ça parle de la société de consommation et plus précisément de l'objet d'art ou comme objet de consommation. C'est-à-dire que l'art lui-même, qui est censé être non pas consommable, mais quelque chose qui reste, euh, dans le cas présent, et consommer, quoi. De la même façon que le personnel lui-même est presque, enfin, est très rapidement obsolète ou déjà périmé. C'est-à-dire qu'on peut en changer à peu près comme on change de produit. Et donc, c'est aussi sur le fait que l'individu lui-même devient comme une espèce de marchandise, quoi. Donc, ouais. Bah, écoutez, c'est très intéressant. Je me permets juste de faire une remarque parce qu'elle me vient là avec c'est finalement une notion très pop art. C'est vrai que vous situez ça dans le monde de la culture, mais c'est finalement la société de consommation comme l'a décrivait Andy Warhol, puisque au départ c'était un petit peu c'était ça, hein, le principe du pop art. Voilà, c'était juste une remarque que je voulais faire, mais voilà, ça m'avait pas sauté aux yeux. Alors, je pense qu'on va rentrer dans le romanesque directement. Donc, Maëlys. Oui, du coup, moi, je voulais donc poser une question sur votre personnage de Jeanne. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, qui ressemble pas à d'autres personnages que j'ai pu rencontrer dans d'autres romans. Je me suis beaucoup attachée à elle et à son humanité qui est un peu effrayante. Et je me demandais si Jeanne est un personnage que vous avez eu du mal à quitter quand vous avez fini le livre, parce que j'ai été personnellement surprise par la fin de votre roman. En fait, c'est un livre. Bah oui, c'est vrai que Jeanne, c'est un personnage ne trouve pas sa place. C'est-à-dire elle sait jamais où se mettre. Elle se sent toujours mal à l'aise. Elle a des lâchetés. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est, bon, ça, bon, elle est assez humaine. Euh, c'est pas, euh, c'est pas une héroïne courageuse ou telle qu'on peut rêver un personnage de roman. Elle est assez passive et puis rêveuse. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est attachant parce que du coup, on a l'impression que l'adversité de la vie, ou en tout cas, elle les prend de plein fouet, quoi. C'est-à-dire elle les vit vraiment. C'est d'autant plus difficile qu'elle n'est pas armée et elle a un côté, alors peut-être pas fragile, mais en tout cas assez crédule et naïf. Donc, et puis aussi, je pense qu'il y a quand même une progression, c'est-à-dire elle finit petit à petit par se rendre compte qu'elle a un peu été la proie d'illusions et comme ça, enfin, elle finit par, il y a une conscience de la réalité qui lui vient et de la dureté de la société. Euh, Moi, je dois avouer, j'ai été assez portée par le personnage, et puis, en fait, il y a un moment où le personnage, quand on écrit, je pense, hein, prend un peu une indépendance et il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire dire ou qu'on ne peut pas lui faire faire parce qu'on comprend sa psychologie et qu'il prend un peu le dessus presque sur l'auteur. Mais j'étais assez contente de terminer ce livre parce qu'il était long et donc j'étais plutôt contente qu'il y ait un point final et en me disant que j'espérais, si le livre était réussi et le personnage réussi, que le lecteur imagine, ou la lectrice pourrait imaginer une suite aux aventures de Jeanne.
Bon, bah écoutez, Jeanne nous a beaucoup intéressés, hein. On a beaucoup parlé de Jeanne. La question suivante, c'est Cynthia. Et voilà. Et c'est drôle parce que vous avez parlé de rêve et on est précisément là-dessus. Du coup, pour revenir à ce que vous avez dit, on a remarqué que Jeanne, elle rêvait plutôt d'une vie parisienne un petit peu parfaite, basée sur les apparences, la frivolité, et qu'elle va essayer de vivre un certain idéal. Elle va, par exemple, essayer de côtoyer des endroits plutôt branchés, qu'elle pourra en discuter, ou essayer de changer de garde-robe. Et pourtant, on a l'impression qu'elle ne vit pas entièrement ce qu'elle a envie. Je voulais du coup savoir, d'après vous, qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il lui aurait fallu comme arme, comme vous l'avez dit, pour pouvoir vivre pleinement ce rêve parisien. Alors, je pense que c'est des illusions et de représentations. Je pense qu'il y a beaucoup de snobisme, en fait, dans une certaine idéalisation, disons, de Paris, en fait. C'est très artificiel, en fait, comme aspiration. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez matérielles, qui font partie de la représentation de soi. Mais en fait, ce qui lui manque d'une certaine façon, c'est l'argent, quoi, parce que c'est l'argent et le détachement. C'est-à-dire qu'elle est pas détachée et comme elle se sent toujours un peu complexée, elle pense toujours qu'elle est pas à la hauteur, que ses habits sont pas jolis, que sa maison est pas jolie, enfin, que l'appartement qu'elle a est pas joli, alors qu'en fait, c'est aussi dû au pouvoir d'achat. Et c'est pas tellement plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les codes de la vie comme ça, branchée. C'est pas quelqu'un de branché du tout. Jeanne, et au moment où elle le devient, mais en fait, elle se rend quand même un peu compte que pour ça, il faut de l'argent, quoi. C'est-à-dire que pour aller tous les jours en terrasse, prendre des coups, enfin, boire des coups et acheter des meubles jolis. Enfin, déjà, elle a du mal à se loger quand même, parce que enfin, la situation à Paris, enfin, le logement à Paris, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, parce que c'est hors de prix. Enfin, c'est des prix qui sont absolument enfin, prohibitifs. Et donc, il y a quand même une précarité aussi du logement. Ça, c'est une réalité je pense que peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez, mais toute personne ayant essayé d'habiter à Paris ou habitant à Paris le sait. Et en plus, elle a quand même un salaire qui est pas élevé. Et donc, les aspirations, enfin, ce à quoi elle aspire demande de l'argent ou une connaissance de l'argent, quoi. Ou alors beaucoup de détachement, c'est-à-dire d'envoyer un peu paître tous ses codes et de se sentir supérieur juste par son aura, sa conduite. Et ça, elle l'a pas, en fait. C'est pas dans son caractère, Jeanne. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est normal, mais on ne vous voit pas du tout, Sylvia Lesnier, en fait. Ah, et là, vous me voyez? Ben non, en fait, on voit Cynthia et Caroline, ce qui n'est pas désagréable non plus, mais on aimerait bien vous voir. Là, j'ai désactivé. Oui, je pense que ça doit être ça. Non, là, je n'ai pas désactivé. Non. Normalement, il y a un... Là, vous me C'est voyez? bon. Ah, voilà, on vous voit là. Oui, on vous voit, c'est beaucoup mieux. Alors, du coup, on va retrouver Caroline, qui effectivement avait aussi une autre question à vous poser. Ah oui, justement, vous avez parlé on a beaucoup parlé des impressions. Et moi, j'ai observé dans votre roman, j'ai eu cette impression qu'il y avait une certaine ironie et une certaine ironie. Et j'ai remarqué des dessins un peu caricatures. Enfin, ce que moi, j'ai pris comme des caricatures, que ce soit à travers certains personnages qui, pour moi, étaient un peu caricatures de certaines personnes qu'on peut rencontrer dans la vie, ou bien les pensées qu'ils pouvaient avoir. Et par exemple, je me souviens qu'à la page 69, vous aviez marqué elle s'aperçut avec satisfaction qu'elle avait maigri, que ses joues avaient perdu de leur rondeur. Et ça, j'ai eu l'impression que c'était un peu une pensée caricaturée de la société sur le fait que les femmes doivent être minces. Et je me suis demandé s'il y avait une satire de la société et des modes de pensée. Et si oui,
est-ce que c'est une façon de faire prendre conscience des normes en vigueur dans la société? Alors oui, un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnages qui sont extrêmement, enfin, dont je pense me moquer un peu, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la direction ou d'un certain discours culturel un peu hypocrite, hein, même très hypocrite, euh, d'un certain, en fait, d'un certain comportement aussi des hommes par rapport aux femmes. Enfin, je pense que ça, c'est quand même aussi un peu dénoncé. Et aussi sur le fait que les êtres, dans les rapports, qu'ils soient amicaux ou amoureux, deviennent un peu soient interchangeables, que ce soit un peu aussi des objets de consommation. Et effectivement, certains modèles de beauté féminine ou de beauté en général, et d'essayer de les déconstruire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle voudrait absolument pourquoi est-ce que Jeanne voudrait absolument être mince. Donc, c'est aussi là-dessus, sur le formatage et une forme de norme sociale qui contraint, ou en tout cas oui, qui contraint jusqu'au corps, quoi. Et du coup, moi, je voulais rebondir encore sur toute cette image, ces histoires d'images, pardon, et d'apparence. J'ai ressenti dans votre livre un rapport à la superficialité, autant à travers le caractère de Jeanne qui se veut parfaite de l'extérieur, on parlait de son corps, mais aussi de ses actions, comme vous disiez, essaye de se calquer au code, mais aussi à travers la tannerie, j'ai trouvé. C'est un grand bâtiment, donc vous décrivez la beauté brute, vous décrivez très bien ce bâtiment, on le visualise bien, mais de l'intérieur, on voit qu'il y a des défauts. Que ce soit les relations entre les employés et l'administration, le puits à merde, les mauvaises conditions de travail et tout ça. Du coup, je crois qu'il y avait une belle ambivalence et qu'on trouve souvent dans votre livre. Et est-ce que vous pensez, du coup, que ce jeu de dupes, il s'applique à tous les pans de la société, c'est-à-dire milieu social, interaction entre les individus, les institutions? Pardon, votre micro est coupé, Célia. Là, c'est bon? C'est parfait, merci. Donc, c'est une question très riche. Oui, il y a cette apparente comment dire, vivacité, ouverture du lieu et des conditions absolument, effectivement, des malfaçons, quoi, c'est-à-dire des odeurs pestilentielles, nauséabondes. Bon, je dirais pas parler d'insalubrité, après, c'est peut-être un peu exagéré, mais on voit qu'en fait, il y a peu d'attention portée aux employés. Effectivement, la tannerie est un microcosme et donc c'est un peu une métaphore, disons, de la société en général. C'est-à-dire qu'il y a des groupes humains qui appartiennent à pratiquement toutes les classes sociales, qui exercent des métiers assez divers, puisqu'on va de l'hôtesse d'accueil ou les personnes du ménage. Même si on ne les voit pas beaucoup, on les voit un petit peu quand même, enfin, on sent qu'elles sont là. Il y a des techniciens, il y a effectivement des employés de bureau et de l'administration, des artistes, et puis la direction. Et effectivement, c'est ce que je dis sur la tannerie, je pense que je le dis sur la société française aujourd'hui, quoi. Ou en tout cas une certaine société française à un certain moment, mais même, oui, sur la société française, c'est-à-dire où les gens peuvent se plaindre, râler, mais où en termes d'action, finalement, il y a peu de changements, quoi. Bien. Et Caroline, du coup, si on... Oui. Et bah, pour continuer, lors de ma lecture, j'étais assez interpellée par le fait que vous mettez beaucoup d'autres auteurs, de références à d'autres auteurs et d'autres livres, que ce soit l'éducation sentimentale ou même des sociologues. Et je me suis demandé si c'était enfin, c'est assez atypique, parce que c'est pas quelque chose que je rencontre dans beaucoup de lectures. Et je me suis demandé si c'était une stratégie volontaire de votre part, s'il y avait un but derrière. Oui, alors
C'est-à-dire que je pense que les personnes qui parlent de ces auteurs, alors c'est ou parce que Jeanne, il me semble, assiste c'est pas des séminaires, mais des assemblées, où donc il y a des références en fait à des auteurs, et ça c'est une question de vraisemblance, et souvent c'est comme ça que se passaient les assemblées à Nuit debout. Il y a aussi un autre type de discours. Il me semble qu'il y a des références qui sont faites par le directeur de la tannerie. Donc là, c'est aussi une façon de montrer d'étaler sa science, donc de faire le pédant. Il y a Julien et l'ami de Julien, qui est aussi pareil. C'est une façon de se mettre en avant et de montrer qu'on a de la science et de la culture. Donc c'était dans ce but-là aussi que j'ai convoqué des auteurs et qu'il y a des citations. C'est parce que ça renseigne aussi sur les personnages. Euh, Quand, en fait, je crois à un moment, Jeanne parle de Thomas Hardy. Alors, Thomas Hardy, c'est un écrivain anglais de la fin du 19e siècle. Thomas Hardy, il parle beaucoup des sensations. Enfin, il y a tout un rapport à la nature qui est très fort, et il se trouve que Jeanne a aussi un rapport quand même aux sensations, à la lumière, à la mer, en fait, aux arbres, à tout ce qui est de l'ordre de la sensation et de l'immédiateté de la sensation très fort. Donc, c'est pas totalement, disons, anodin, quoi. Enfin, c'est pour une raison, qu'il y a ces citations. Bien. Cynthia, je crois que vous vouliez parler des rêves, justement. Oui, justement, j'ai remarqué cette sensibilité qu'avait Jeanne à toutes ces sensations et du coup, elle partait très facilement dans des rêveries, dans des divagations. Et dans votre livre, vous décrivez même deux de ces rêves. Et pourtant, le grand rêve de Jeanne, au sens objectif de vie, ambition, il est jamais, il reste assez flou. Du coup, je voulais savoir quel était votre rapport au rêve, si vous en faisiez une distinction ou s'il y avait une signification particulière. Et si pour vous, pour vivre, il faut un rêve, ou est-ce qu'on peut se contenter de rêveries comme Jeanne? Je sais pas. Cela dit, c'est vrai que dans mes romans, il y a beaucoup de rêveries et de passages mais parce que je pense aussi que du point de vue pour le lecteur, c'est une façon d'indiquer quand même au lecteur quel est le caractère. C'est une façon de caractériser, disons, le personnage. Euh, Jeanne, mais je pense qu'on a tous de temps en temps des rêveries ou des. Enfin, c'est vrai que les rêveries de Jeanne, on pourrait dire qu'elles ont un côté un petit peu ridicule, mais ridicule aussi parce que c'est des toutes petites ambitions qu'elle a. Enfin, elle rêve pas de sauver le monde, elle rêve pas d'être une héroïne. Voilà, elle rêve d'être un peu amoureuse, d'avoir un joli sac ou une jolie robe. Enfin, en même temps, c'est un peu à la portée pas si difficile comme objectif, quoi. Mais c'est vrai qu'elle se laisse porter par. Elle a une forme de sentimentalisme ou un peu comme ça de romantisme. Donc peut-être je suis un peu ironique. Le regard que je pose est légèrement ironique, mais j'avais pas envie de vraiment me moquer d'elle parce que je pense on peut tous avoir ça à des degrés. On peut tous se laisser aller à la rêverie. Je trouve que c'est assez humain en fait comme penchant qu'on peut avoir. Ce qui est un peu différent des rêves qu'elle a, qui sont des rêves de l'ordre de l'inconscient, où elle s'endort et là, elle rêve d'autre chose. Et là, en fait, le rêve est beaucoup plus violent, parce qu'il renvoie quand même à une réalité qui est plus violente, qui est la réalité des rapports humains, là où les rêveries de Jeanne sont un petit peu édulcorées, quoi. Elle idéalise des rapports. Mais c'est aussi pour qu'il y ait une forme d'identification du lecteur ou de la lectrice avec Jeanne, avec le personnage.
Alors, écoutez, nous, on va arriver à la fin de nos questions. Je ne sais pas, Adrien, combien de temps on dispose. En fait, on va laisser la parole, voilà, aux autres étudiants aussi, mais peut-être aussi finir par un petit échange, parce que je crois que mes étudiants avaient très envie de discuter avec vous, peut-être un petit peu de manière plus, voilà, moins orchestrée, on va dire. Moi, je vais juste m'intercaler parce que j'avais une question qui, moi, me tenait vraiment à cœur. C'est par rapport, alors, je vais utiliser parce que j'ai fini par le retrouver, ce mot, c'est le terme onomastique. Et moi, c'est vraiment le sens, le choix du nom. Pourquoi ce nom, la tannerie? Depuis le départ, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le fait que vous ayez choisi d'appeler ce lieu la tannerie. Donc, j'ai quelques pistes, mais j'aimerais savoir, voilà, si c'était un choix délibéré de votre part. Le lieu ou le titre du roman comme titre du roman ou le nom du lieu? Non, le nom du lieu. Voilà, pas le titre, hein, le nom du lieu. Parce que c'était une ancienne tannerie. Alors j'aurais pu choisir une autre chose. C'est vrai. C'est pas venu tout de suite, tout de suite. Enfin, c'est-à-dire que je me souviens, j'avais fait un projet pour une bourse d'écriture et j'avais dit une ancienne usine. Bon, parce que c'est important que ce soit un lieu qui soit un peu recyclé, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs emplois, parce que d'abord par vraisemblance, parce qu'il y a énormément d'endroits, de centres artistiques, d'établissements artistiques et culturels qui étaient avant des abattoirs, je sais pas, des aciéries. Enfin, je veux dire, il y en a d'anciennes usines de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, il y en a beaucoup, quoi. Donc, c'était par rapport à ça. Il fallait que le lieu soit très, très grand. Et puis, je sais pas comment ça m'est venu et j'ai pensé à la tannerie, enfin, à l'idée d'une tannerie, d'une ancienne tannerie. Donc, j'ai regardé un peu un plan de Paris et des environs de Paris, enfin, et de la banlieue. Je sais qu'il y avait il y a la Villette à côté. Donc, la Villette, c'était des abattoirs, hein. Et que donc, il y avait le fleuve, enfin, le canal, en tout cas, pas le fleuve, mais plutôt le canal. Et que donc, une tannerie, ce serait très bien parce qu'il y avait les abattoirs, donc on pouvait recycler les pots. Enfin, et puis, il y avait de l'eau, donc parce que souvent, une tannerie a besoin d'un certain débit d'eau. Donc, et puis surtout, la tannerie, c'est quand même un endroit où on tanne les peaux, c'est-à-dire qu'elles subissent quand même un traitement qui est pas, qui est pas, qui est cruel. Et donc, et puis on dit tanner, enfin être tanné ou tanner quelqu'un. Enfin, il y a l'idée d'une violence infligée quand même à la peau, quoi, et au corps. Donc, je me disais, mais bon, c'est presque rêvé, quoi. Enfin, ça peut pas tomber mieux. Donc, ça doit absolument être une tannerie parce que ça joue sur plusieurs choses, quoi. Si je peux me permettre, effectivement, vous avez bien répondu. C'était tout à fait les pistes que j'avais. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette symbolique parce qu'il y avait vraiment une histoire, pour moi, une métaphore des couches. Il faut un petit peu s'endurcir pour paraître en société. Et c'est vrai que le choix d'une tannerie, déjà, ça interpelle. Et je trouve que par rapport à la thématique de votre roman, c'est magistral. Donc, merci. Alors, je vais laisser Arthur finir. Et puis, ça sent mauvais, une tannerie aussi. Donc, il y avait ce côté-là qui était important. Arthur, donc vous avez ouvert le bal, si je peux me permettre. Vous allez vous voulez pas demander du coup pour le MacGuffin? Oh, on pourra demander. Non, je préfère que ce soit vous. C'est vous qui rentrez en scène. Non, mais c'est votre moment, allez-y. Oh, enfin, quand même. Quand même. Bon, alors, on va. Bon, d'accord. Donc, à la demande générale, Célia, je vais me permettre aussi de vous poser une autre question. Dans vos entretiens, vous parlez beaucoup de MacGuffin. Alors, bon, j'aurais aimé que vous définissiez ça pour nous, même si on sait un petit peu ce que ça représente par rapport à Hitchcock, mais tout le monde ne le sait peut-être pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est un MacGuffin pour vous dans votre roman et dans celui-là en particulier? C'est un peu le prétexte, il me semble. Alors effectivement, c'est un mot qui est employé une expression qui est employée par Hitchcock, et je me souviens plus exactement de l'origine exacte du mot. Mais en fait, Hitchcock disait que par exemple, il y avait qui faisait des films plutôt des thrillers, quoi. Donc il y a toujours je sais pas, un meurtre ou un personnage qui disparaît. Et donc
mais que cet aspect-là, en fait, cet aspect de un peu d'intrigue policière, en réalité, était un prétexte à l'histoire d'amour qui se nouait entre les personnages ou qui avait lieu entre eux. Souvent, parce que souvent, tout le temps dans Hitchcock, il y a un homme et une femme. Et donc, et que ça cachait autre chose. Donc, voilà, quand je parle de MacGuffin, c'est un peu ça, c'est l'idée que c'est un prétexte. Donc, par exemple, je crois que je disais surtout l'obtention du CDI. Voilà, c'est ça. Voilà. On en entend beaucoup parler, mais on ne le voit pas tant que ça, finalement. C'est ça, quoi. Voilà, le CDI. Merci beaucoup. Alors, Arthur, c'est votre moment à vous. Donc, moi, ce que je propose, pour qu'on s'organise bien, c'est que peut-être les invités commencent à poser des questions dans le chat. Comme ça, Adrien et moi, on pourra les poser après. Et puis, je pense que peut-être mes étudiants, là, Arthur, Maëlys, Caroline et Cynthia, si vous souhaitez un petit peu échanger avec Célia, si bien sûr elle est d'accord et qu'on a le temps, ça serait très bien. Donc, Arthur, je vous laisse conclure. D'accord. Bon, j'aimerais vous citer. Donc à la page 326, pardon, vous écrivez « Si le temps avait glissé, emportant la tannerie du présent au futur sans crier gare, ce présent était désormais du passé. » Donc si vous connaissez un peu l'émission Thinkerview, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Donc avant que le présent nous échappe, quel conseil vous donneriez aux générations futures? Voilà. Je pense que je suis pas sûre d'avoir moi des conseils moi à donner, quoi. Je pense qu'en fait mon roman, en tout cas, s'il dénonce quelque chose aussi, c'est un peu le manque de solidarité. Donc je dirais que c'est important d'être solidaires les uns des autres. Et puis de pas être désespéré, et de pouvoir s'organiser de façon la plus collective possible, et de ne pas laisser les individus isolés. Je dirais que c'est ça mon conseil. Quant au temps qui passe, malheureusement, si ce n'est d'en faire le meilleur usage possible du présent. Ça répond à votre question, Arthur? C'était une question assez ouverte, du coup il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je suis satisfait, oui. Bon, oui, je crois qu'on est très satisfait. Alors, moi, je suis en train de regarder dans le chat et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a des remarques, en tout cas, il y en a deux, de Gabriel Bourgoin et de Stéphane Lebrise. Donc, peut-être, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est le moment, peut-être. Et si vous le souhaitez, je pense que peut-être mes étudiants, là, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire à Célia en particulier? Moi, j'ai commencé à en parler du coup dans une de mes questions, mais j'ai beaucoup apprécié vos descriptions de lieux qui peuvent paraître lourdes, mais qui je trouve sont très justes et très immersives. Et je tenais à vous dire. Merci. Bon. J'avoue que pour ma part, tout à l'heure, Maëlys a dit qu'elle était surprise par la fin, et pour ma part, pas tellement, parce que, je crois que Cynthia aussi, on l'a un peu vu venir, entre guillemets, dans ses relations, que ce soit dans ses relations sentimentales et même professionnelles. Et on s'est demandé s'il y avait une sorte de leçon de vie un petit peu. Non. Moi, j'espérais pas. Enfin, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voudrais que, j'espère que le lecteur s'est senti quand même libre d'imaginer et d'en tirer les conclusions en fait qu'il avait envie de tirer, et de pas avoir fait le chemin à sa place. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une dénonciation. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais je voulais pas que ce soit non plus imposer en fait une vision qui serait la mienne de la société et du monde au lecteur. Entre ce que pense Jeanne et ce que je pense moi, ou entre ce que le livre dit et ce que moi je pense qu'il y a quand même un écart. Il n'y a pas un écart si grand que ça, parce que voilà, mais c'est pas. Je voulais pas imposer ma vision à moi, en tout cas, du monde.
D'accord. En tout cas, on vous remercie parce que ça nous a fait quand même beaucoup réfléchir sur plein de sujets qui soient actuels ou même des sujets dans le général. Donc, merci beaucoup pour ce roman. Je crois qu'on peut dire que vraiment on a été très séduit par ce roman. Et là, c'est vraiment pas de la flagornerie. En plus, nous, on a un tiers-lieu à Montpellier dans lequel on va assez souvent et qui ressemble beaucoup à la tannerie. Mais j'espère que l'intérieur n'est pas ce que vous décrivez. Ça nous décevrait. Mais c'est en tout cas une peinture très intéressante. Arthur, il y a quelque chose que vous voulez dire aussi avant de partir? Et puis après, on va, je pense, démarrer les questions. Il y en a quelques-unes. Non, pas spécialement. Non? Ok. Adrien, est-ce que tu souhaites reprendre la main pour les questions ou, Oui, il y avait Gabriel Bourgoin qui avait posé Voilà, une première question en premier. Merci Célia. S'il veut prendre la parole. Bonjour, excusez-moi, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque par rapport à la réflexion qu'avait apportée, je suis désolé, je ne connais plus le nom, concernant les références les références d'auteur à auteur. Ces références, en fait, c'était juste pour préciser un tout petit peu, n'est pas si rare dans la littérature. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité et elle permet en général aussi de placer les idées des personnages en rapport même avec d'autres auteurs, avec d'autres situations littéraires. Et c'était juste pour donner cette information. Et cela semblait au contraire assez cohérent, étant donné que l'action se déroule à Paris, qui est quand même un symbole du lieu culturel, de la vie culturelle en France, d'autant plus que l'histoire se déroule donc dans ce lieu, la tannerie, qui rappelle autant la production du cuir et donc du livre que ce que c'est devenu. Voilà. Célia Lévy. Oui, non, mais c'est très juste. Effectivement, en fait, en plus aussi, la tannerie, ça renvoie au monde ouvrier. Donc, ça permet aussi de faire le lien entre ce qui a été et aujourd'hui. C'est une tradition, ou en tout cas une ouvrière, et ce que serait un ouvrier aujourd'hui, quoi, une ouvrière aujourd'hui. Il y a un peu un jeu là-dessus, quoi. Et les références littéraires, oui, c'est ce que monsieur a dit, quoi. C'est vrai que c'est l'intertextualité, le fait qu'il y ait presque une conversation entre entre différents textes dans un texte, enfin dans un roman. Mais je pense que même si on ne possède pas totalement ces références-là, on peut un peu comprendre leur fonction, j'espère. Voilà. Il y avait Stéphanie qui avait une question ou une remarque pour la tannerie. Est-ce que vous m'entendez bien? Je salue tout le monde. Tout d'abord, je suis très heureuse de voir que plusieurs étudiants niçois qui ont participé à la présélection sont connectés aujourd'hui. J'essaie de m'occuper de ce prix à l'Université de Nice depuis quelques années. Donc, nous avons depuis 2 ans une petite dizaine d'étudiants de L3 ou de M1 qui se joignent à nous et nous organisons notre propre débat quand nous ne pouvons pas faire autrement. Ça n'était pas une question, c'était une remarque puisqu'il y a eu une réflexion sur le nom de la tannerie et son choix. Et je m'inscrirai en faux contre Gabriel, que je salue à nouveau. La tannerie, on y produit du cuir, c'est-à-dire précisément pas la peau en tant qu'elle va servir à écrire, parce que le parchemin est produit autrement et dans d'autres lieux, dans les parchemineries. Et par conséquent, il me semblait qu'on pouvait voir là aussi une façon de montrer que cette tannerie, qui se veut lieu culturel, a également une dimension beaucoup plus matérialiste qui n'est pas toujours en accord avec le discours des dirigeants. Et c'est ce que vous disiez de l'hypocrisie. Il me semble qu'une tannerie, effectivement, ça n'est pas exactement une parcheminerie et que la production culturelle attendue n'est pas forcément toujours au rendez-vous. C'est le même rapport qu'entre la beauté extérieure du lieu et puis ses infamies internes.
Oui, oui. Après, moi, bon, j'ai pris quelques renseignements sur les. Je me suis un peu renseignée quand même sur le travail des pots et la tannerie, mais c'est vrai que c'est le travail des pots. Après, je sais pas, je pense que ces pots peuvent devenir peut-être des parchemins, mais là, effectivement, c'est un travail de la peau qui est quand même nettement, qui est très brutal en fait. Oui, précisément. Une tannerie n'est pas une parcheminerie. Quand C'est on ça. produit du cuir, on ne produit pas du parchemin. Et du coup, voilà, je trouve que ça allait assez bien avec ce que vous dites par ailleurs de ce lieu qui ne produit pas que de la culture. C'est ça. Puis bon, en fait, la production de culture, c'est-à-dire que quand elle s'inscrit en fait dans un système, disons, qui est marchand et capitaliste, peut aussi ravaler la production, enfin, l'art, l'œuvre artistique en marchandise. Et pour moi, là, c'est de ça qu'il s'agissait, en fait, de parler enfin, presque de l'industrie culturelle. Oui, et c'était très bienvenu. Enfin, moi, je me suis laissée énerver par des tas de discours, ce qui était très bon signe. Et je voulais vous en remercier. J'ai passé un bon moment aussi. Merci, merci pour votre remarque. Il y avait Alexandra qui avait une question par rapport au personnage de Jeanne. Oui, bonjour. En fait, j'ai remarqué une certaine peut-être intertextualité, je ne sais pas si elle est consciente ou non, si elle est voulue ou non, avec le personnage de Jeanne dans le roman Une vie de Maupassant, parce que je trouve que les deux personnages se rejoignent à la fois par leur timidité, leur caractère très, comment dire, gauche, maladroit, et en même temps ils ont quelque chose d'assez énervant. Pour parler familièrement, on a un peu envie toutes les deux de les secouer. Je voulais savoir si cette intertextualité, déjà, si elle est voulue, et si tel est le cas, qu'est-ce que du coup ça donnerait à dire du personnage de Jeanne dans votre roman? Alors, effectivement, il y a peu de personnes qui l'ont noté. Vous avez tout à fait raison. Jeanne, c'est une référence et Jeanne et Julien, c'est une référence aux personnages, aux deux protagonistes de Une vie de Maupassant. Bon, on n'a absolument pas besoin, je pense, d'avoir lu le livre pour d'avoir lu Une vie de Maupassant pour lire La tannerie. Mais elles ont des points communs, vous avez raison. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont un peu en demi-teinte, qui n'ont pas beaucoup de... qui n'ont pas énormément, on dirait si on les rencontrait dans la vie, que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de personnalité. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais en même temps, là où je suis pas tout à fait... c'est-à-dire que moi, ce que je voulais montrer, ou en tout cas, et où ça rejoint effectivement la Jeanne de Maupassant, c'est que je suis pas sûre qu'elles aient tellement de choix. Je suis pas sûre que Jeanne. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand même dans le livre de Maupassant, euh, ça parle aussi de la condition de femme et de la condition de femme mariée en fait, qui sort du couvent et qui doit se marier et qui connaît pas du tout la vie. Et je pense que mon personnage, enfin, bon, le couvent n'existe plus, ou enfin, c'est vraiment très très marginal, mais euh, je pense que quand on a fini ses études et puis enfin, il faut se mettre à sa place, quoi. Elle vient d'un endroit où elle a connu, enfin, elle a été assez protégée d'une certaine façon. Alors après, elle a été à Rennes, etc. Mais elle arrive dans, enfin, Paris quand même, une métropole, ça peut être effrayant, quoi. Il y a beaucoup de monde. Euh, Elle est seule, elle connaît presque personne. Je suis pas sûre qu'elle a pas, c'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup de choix. C'est-à-dire que d'une autre façon, parce que la Jeanne de Une vie vient de la petite noblesse ou de la bourgeoisie anoblie, mais elle a des biens et des terres, une assise sociale là où mon personnage n'en a pas. C'est un personnage qui vient d'une famille du prolétariat, enfin, d'une classe sociale plutôt basse. Elle n'a pas le choix, elle est obligée d'avoir un travail. Et voilà, donc je pense que je ne vois pas trop ce qu'elle pourrait faire. Alors effectivement, elle pourrait se révolter, mais elle a peur de perdre son travail. Enfin, elle est quand même aussi... elle n'a pas tant de choix que ça, disons. D'accord, donc du coup, ce personnage représenterait du coup une forme de déterminisme
sociales en quelque sorte. Et au final, pas vraiment plus des victimes du système que de véritables incapables. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là où on peut peut-être, mais c'est pareil, moi j'ai pas envie non plus de guider l'interprétation. Je pense que dans la tannerie, les bourreaux sont aussi des victimes. Enfin, à part le patron, disons, à part le directeur, les employés, par leurs conditions de travail, par leurs conditions sociales, et d'autant plus Jeanne, est aussi victime qu'elle participe en fait au système. C'est-à-dire que c'est une victime en fait un peu active parce que elle se révolte pas, elle fait grève de temps en temps, mais franchement très peu. Mais il ne s'agit pas là de juger, il s'agit plutôt de constater, c'est-à-dire que les ouvriers, si on veut, ou en tout cas les employés, sont quand même beaucoup plus nombreux que la direction, mais néanmoins, ce sont eux qui subissent les injustices, les inégalités et les conditions de travail. Donc, c'était ça aussi que je voulais montrer. Elle est passive, effectivement, Jeanne, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus nier qu'il y ait un déterminisme social qui entre en ligne de compte, quoi. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question par rapport à tout ça? Par rapport au déterminisme, elle a quand même fait des études pour devenir libraire, donc pour travailler dans le milieu des livres. Et j'ai été assez étonnée en fait qu'elle ne cherche pas à compléter les lacunes de toute la culture littéraire dont parle Julien et son ami, par exemple. Elle n'a pas cherché à combler ça par la lecture, en fait. Et j'ai trouvé ça assez étonnant parce qu'elle vient certes pas d'un milieu qui aurait favorisé. Elle n'a pas de culture familiale. Enfin, ses parents l'ont pas poussée à lire de la philosophie et tout ça, mais elle a fait quand même des études plutôt littéraires peut-être qui auraient pu permettre de compenser. Et j'ai été surprise, voilà, qu'elle s'en soit pas sortie comme ça en fait. Elle était très passive par rapport à son manque de culture. Moi, je trouve pas qu'elle manque tellement de culture que ça, en fait. Ça dépend de ce qu'on appelle la culture. Elle connaît Thomas Hardy, elle connaît un certain nombre de romans, mais je pense que Julien est... En fait, ça dépend des études qu'on a faites. Et il y a des lectures qui sont plus ou moins difficiles. Et Sebald, c'est particulièrement... c'est des lectures, comment dire, qui correspondent à une représentation presque sociale, parce que c'est des lectures qui sont difficiles. Et c'est pas des lectures ni plaisantes de prime abord, ni faciles. Et donc, d'abord, elle essaye quand même de se renseigner, moi je trouve. L'école de Francfort, c'est-à-dire Adorno, et ça demande des connaissances en philosophie, en sociologie, qui sont pas données en fait à tout le monde. Et elle a peut-être aussi une connaissance pour certains livres, et je pense que même les libraires, quand on parle, et c'est normal en fait, ne connaissent pas tout. Et on ne peut pas tout connaître. Elle connaît des classiques, elle parle un moment, je crois qu'elle lit Zola un moment, elle dit qu'elle aurait préféré finalement lire Zola, que c'était quand même plus agréable à lire. Et moi, je dirais pas qu'elle n'a pas de culture. Je pense qu'elle a une autre culture qui est peut-être plus classique, qui est peut-être plus scolaire, moins, comme on dit, branchée et pointue. Mais non, elle est pas, elle manque pas je trouve, ni de curiosité ni de culture. C'est un autre type, je pense, de relation à la culture. Je sais pas si j'ai répondu, ou si peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais... Non, si, mais c'est vrai que par rapport à toutes ces insécurités, j'ai pas l'impression que ce qu'elle a lu avant la conforte dans l'idée elle aurait pu gagner en assurance par les lectures qu'elle avait déjà eues avant et que c'est pas forcément retranscrit. Elle reste quand même très peu sûre d'elle dans un domaine où elle aurait pu briller parce que c'était plus ses études, par exemple. C'était plutôt dans ce sens-là. Pas forcément qu'elle manquait de culture, mais que
elle ne le met pas en avant, par exemple, pour plaire à Julien, alors si elle a lu beaucoup, ça aurait été, enfin, elle aurait pu le faire, par exemple. Mais justement parce qu'elle est complexée et par sa classe sociale et par son lieu d'origine. Et je pense que le problème, c'est pas effectivement les connaissances qu'elle a ou non, parce que si on y pense en fait et si on décortique réellement, ce que dit Julien est faux, quoi. Enfin, ou extrêmement partiel. C'est des lectures aussi qui sont mal digérées, c'est des phrases, ça n'a rien de très construit, de très profond. Je pense qu'elle a un rapport au monde et une philosophie comme ça spontanée qui est plus profonde en fait, et plus sensible et peut-être plus construite. Sa réflexion sur le retour de l'histoire, elle a une facilité aussi à apprendre et presque à une rapidité, je pense, à comprendre les choses. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de construire le personnage. Et je pense que justement, son insécurité, alors qu'elle a autant de connaissances que les autres, elle est, elle est pas plus bête que les autres, montre aussi en fait les inégalités de perception de soi en fait. Et pour moi, ça vient effectivement de l'origine de classe et du lieu, quoi. Le fait elle a une idée de Paris qui est fausse en fait, hein, bien sûr, mais qui est quand même là, qu'on pense que Paris c'est la capitale de la culture, que les gens sont tous branchés et qu'il faut être branché pour vivre, quoi. Enfin, moi, c'était un peu ça, disons, la façon dont j'ai construit Jeanne, mais vous avez raison. Quelquefois, on peut se demander pourquoi elle a ce complexe-là et pourquoi, en fait, elle pense savoir moins que les autres. Merci beaucoup. Il y avait Julien qui avait posé une question sur le roman et l'anticapitalisme. Je ne sais pas si c'était il y a quelque temps. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là, mais son micro ne fonctionne pas d'après son dernier chat. Ah, Marie-Julie, peux-tu faire quelque chose pour Julien? Non, parce que des fois, ça peut être de son ordinateur, mais je te propose de lire sa question peut-être. Je vais regarder en attendant, du coup. Ok, comme ça il pourra. Alors, la question, c'était de Julien, c'était: le roman peut-il être considéré comme anticapitaliste et l'êtes-vous vous-même, personnellement? Oui, enfin, anticapitaliste, je pense que ça serait peut-être beaucoup dire dans le sens où oui, c'est une remise en cause un peu ou une dénonciation de ce qu'est le capitalisme avancé. Et ce que c'est que le monde de la marchandise et du spectacle. Et moi, oui, enfin, je suis clairement anticapitaliste. Oui. Politiquement, oui. Mais j'espère ne pas avoir trop. Enfin, je n'ai pas. C'est pas une œuvre de militance ou de militante. C'est-à-dire que c'est pas un pamphlet, quoi. Pour moi, je voulais que le plaisir, en fait, de suivre les personnages, de lire les descriptions soit plus important, disons, que le message politique. Même s'il est important et que je pense l'avoir écrit très, très consciemment parce que moi j'étais révoltée, mais je pense toujours qu'il faut laisser de la liberté au lecteur. Donc voilà. Gabriel Bourgoin avait une deuxième question, je crois. En effet, concernant la forme de ce roman, c'est-à-dire une jeune femme ayant certes une culture à elle, ayant une forme de vie à elle, elle se dirige néanmoins vers une nouvelle ville, excusez-moi, une nouvelle ville, une nouvelle vie, en connaissant peu de cet univers et à travers ses yeux, à travers sa vie et son histoire, on découvre ce nouveau monde. Cela rappelle énormément des romans de Stendhal, de Zola. Et donc, sur ce point-là, est-ce que vous vous trouvez dans la lignée, dans la veine de ces romans didactiques un petit peu déceptifs qu'on retrouvait beaucoup au XIXe siècle? Vous voulez dire dans le sens de la perte des illusions?
faire des illusions et aussi dans le sens presque d'un genre. Oui, non, bien sûr, je pense que j'ai même, c'est tout à fait conscient que je m'inscris un peu dans cette veine-là, mais je pense qu'en même temps, bon, ce sont des classiques, on le sait, de la littérature. Je pense que c'est les œuvres les plus étudiées en France. Cette littérature-là, enfin, ces romans-là sont vraiment comment dire, oui, c'est le siècle, le 19e siècle, qui est le plus étudié à l'école. Et donc, je pense avoir aussi un peu joué sur les codes. Et c'est vrai que c'est les livres par lesquels j'ai commencé à lire et que j'aime beaucoup et que je relis souvent. Mais je pense que c'est un jeu, c'est-à-dire que j'ai voulu aussi, de la même façon que la tannerie est un endroit qui est recyclé, qui de tannerie réelle devient lieu artistique. C'est une façon aussi oui, de recycler ce qu'on appelle des schèmes, enfin un canevas et des codes narratifs aujourd'hui. Mais ça, parce que ça permet aussi de montrer tout ce qui sépare les deux époques et en même temps ce qui peut les rapprocher. Mais j'espère en tout cas qu'on peut lire mon roman sans avoir lu ni Zola, ni Balzac, ni Maupassant, ni Flaubert, quoi. Pour répondre à cette question, oui, bien évidemment. C'est juste une des références qu'on finit par acquérir quand on a l'habitude d'étudier ces textes, quand on a cette culture-là, culture littéraire-là. Sinon, on peut très bien lire votre roman sans ces références, bien évidemment. Merci. Une question de Roux. J'ai pas de prénom ni de... Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Bonjour, on m'entend? On m'entend? Oui. 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 Non, je voulais simplement déjà rebondir sur ce que vous avez dit parce que je trouvais ça très beau. L'idée que finalement, c'est pas tant une question d'intelligence ou de culture, c'est un peu propre à chacun et c'est important de redéfinir un peu cette idée de culture et d'intelligence parce que souvent c'est vu voilà, seulement par l'apanage des connaissances et c'est très beau quand vous dites que elle a autant de connaissances que les autres et ça montre les inégalités de perception de soi et je trouve que c'est très fort de montrer ça dans un livre parce que c'est assez universel cette idée, tout d'abord. Et ensuite, je voulais voir avec vous si, parce que moi, quand je lis vos descriptions de Paris, pour moi, ça ressemble un peu à un tableau, c'est très poétique et très artistique. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là voilà, de faire quelque chose de très pictural en décrivant Paris, ou il n'y avait peut-être pas d'entreprise derrière? Moi, ça me fait notamment penser aux belles descriptions d'Aragon dans Aurélien, où il y a souvent donc, le motif du rêve, la scène, et voilà. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette question-là. Merci beaucoup pour vos remarques. Vraiment, merci. Je pense que j'ai essayé de... Alors, j'ai pas lu Aurélien d'Aragon, mais vous me donnez envie de le lire. Et oui, je voulais on voit Paris avec les yeux de Jeanne. En fait, moi, je suis parisienne. Enfin, je suis née à Paris et je suis née près de la Seine, en fait. J'ai grandi pas loin de la Seine. Et Paris a énormément changé. C'est une ville qui est très difficile, même quand on y est né, de s'approprier. Donc, et c'est très difficile. Voilà, il y a un côté où on n'est jamais réellement parisien. Donc voilà, et j'avais envie comme ça de voir tout d'un coup cet endroit d'un œil un peu vierge, neuf, sans mes a priori en fait à moi. Parce que pour moi, c'est des endroits qui sont familiers, qui sont très touristiques, qui représentent pas forcément des choses que j'aime.
Et je me suis dit, mais finalement, si on a un regard un peu comme ça, vierge, sans préjugés, bah, peut-être qu'on peut y voir quand même une certaine beauté. Et je pense que quelquefois, enfin, j'ai essayé d'en tirer la beauté de Paris. Et puis aussi parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu les manifestations de 2016 et que j'étais assez étonnée que ça commence, Nuit debout commence à Paris, quoi. Et moi, j'étais dans une espèce de moment de haine contre ma ville. Enfin, et je dois avouer que le fait que tout d'un coup, en fait, il y ait des grosses manifestations, qu'il y ait quelque chose une volonté d'un monde plus égal et plus juste, ça m'a fait aussi revoir un peu ma ville, quoi. Et j'avais envie presque de lui rendre hommage par une description attentive, euh, qui effectivement est un peu picturale, ou peut faire penser, je pense, ne serait-ce que parce que certains lieux sont décrits avec des variations qui peuvent être les couleurs, un même endroit décrit différemment selon la couleur le moment de la journée. Ça peut faire penser à la peinture impressionniste. Enfin, c'est un procédé utilisé par les peintres impressionnistes. Alors, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais envie de rendre hommage à Paris. Parce que je pense qu'elle est, en même temps que je pense dénoncer des travers de la ville ou de ce qu'on lui colle comme représentation, j'avais envie de montrer aussi la grandeur qu'elle peut avoir, sa beauté, sa poésie, enfin, le côté très ambivalent de la ville, qui est une ville au 19e siècle qui était la ville du prolétariat et la ville de la bourgeoisie. Donc, enfin, la ville des très pauvres et la ville des riches, quoi. Et, et voilà, donc j'avais envie comme ça de faire ressusciter un peu ça, de le retravailler. Merci beaucoup pour votre réponse. Et je crois que Sonia, tu voulais reparler ou parler, évoquer la question de la légitimité de Jeanne. Ou pas vraiment, mais en fait, c'était simplement, je pense on a assez parlé. Merci d'ailleurs pour toutes les questions. Oui, c'est quelque chose qui est venu pas mal sur le tapis quand on en a parlé entre nous, c'est la légitimité de Jeanne. Et c'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle ne se sent pas légitime. Enfin, voilà, quelque part, elle se sent légitime ni socialement, ni intellectuellement. Et c'est un peu ça aussi la tristesse du personnage, non? Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'impression qu'elle est en trop, quoi, qu'elle répond à côté, que tout ce qu'elle fait est déplacé, en fait. Et je pense que c'est ce qui la rend sympathique. Parce que je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, peut avoir ce sentiment-là pour des raisons diverses. Euh, et je pense que tout le monde s'en fiche de savoir qu'elle vient d'à côté d'Auray, d'un petit village, ou que vraiment, je pense que c'est elle c'est vraiment de sa perception à elle. D'ailleurs, donc effectivement, c'est quelqu'un qui se sent pas légitime, et je pense que c'est ce qui la rend attachante. Tout à fait. Merci. C'est moi qui vous remercie pour vos questions et vos remarques. Je crois qu'il y avait Alexandra Bézon qui voulait faire une remarque et éventuellement comparer vos personnages avec ceux de Lola Lafont. Oui, en fait, je ne sais pas si vous avez lu Chaviré de Lola Lafont, mais en fait, justement, pareil, on retrouve ça chez le personnage de Cléo qui a été victime de viol, mais qui en même temps a contribué à alimenter tout un réseau de pédophiles. Alors bien sûr, c'est pas du tout la même gravité dans votre roman, mais je veux dire, le fait que ce soit deux personnes à la fois coupables et à la fois victimes, coupables parce qu'elles continuent à, comment dire, parce qu'elles continuent et alimentent un système dont justement elles sont les victimes. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne beaucoup de profondeur aux personnages dans un sens. Enfin, c'est pas des personnages ni tout blanc ni tout noir. Oui, c'est très juste. Alors moi, je n'ai pas encore lu le roman de Lola Lafont, mais ça m'intéressait et je vais le lire et je vais lire les autres romans. Effectivement, non, c'est très juste. C'est un personnage qui est attachant et en même temps
dont la lâcheté, en fait, et le zèle aussi, parce qu'elle veut bien faire, permet de la continuité ou la pérennité d'un système d'exploitation. Alors c'est un système d'exploitation qui est quotidien. Alors effectivement, j'ai entendu parler du roman de Lola Lafont, où c'est très extrême, en fait. Je crois que dans la tannerie, c'est à un niveau un peu microscopique, très quotidien, très banal. Enfin, comment chacune de nous peut avoir ce type de réflexe qui n'est pas, qui est monstrueux, hein, parce qu'il est très banal, en fait. C'est un peu l'horreur de la banalité ou de la normalité. Mais c'est vrai qu'elle est aussi victime, et peut-être que coupable, parce qu'elle elle ne remet rien en cause. Elle ne rompt pas la chaîne de la servitude, quoi. Donc effectivement, c'est un personnage qui est ambigu et ambivalent, oui. S'il y a d'autres questions, signalez-vous. Ça, c'est mon mail, désolé. Moi, je peux peut-être, si vous voulez, juste dire quelque chose. C'est par rapport à l'usine du 19e siècle, ça m'a intéressé. On parle de révolution industrielle et finalement, j'ai l'impression que ce que vous nous décrivez, l'habillage, donc c'est pour ça que je reviens vraiment sur ce symbolique de la peau, mais je pense que, comment dire, cet habillage, il est finalement le même, il est un peu plus polissé qu'au 19e siècle, mais on est toujours dans la même servitude et finalement, on se retrouve dans un lieu industriel, mais qui est recyclé, mais qui est le même. C'est la même violence que la révolution industrielle au 19e siècle. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est même un peu... ce qu'il y a d'un peu de presque, de pire, je dirais même, de pire, c'est que les employés, mais qui sont vraiment mal payés, hein, c'est-à-dire que c'est pas et mal logés et qui vivent mal, en fait, n'ont pas conscience de leur précarité. Enfin, ils ont conscience d'une forme de précarité, mais ils l'acceptent parce que c'est la culture. En réalité, il faut savoir que dans la culture, Jeanne, elle gagne moins qu'un ouvrier à la chaîne. Alors, c'est moins pénible, on est d'accord, physiquement. Quoique, ça reste pénible, le travail d'hôtesse d'accueil. Moi, je l'ai fait, c'est quand même pénible, en fait. Et surtout, il y a des personnes âgées, on voit, qui, quand même, sont debout, dehors, qui attrapent des pneumonies, etc. Et donc, elles n'ont pas d'abri. C'est-à-dire que je pense que dans le monde ouvrier, c'est avéré dans le monde ouvrier du 19e siècle et du début du 20e siècle, d'abord, il y avait des traditions ouvrières, il y avait des syndicats, il y avait une organisation pour créer un rapport de force qui était quand même assez fort, et donc les ouvriers avaient un abri. Là, c'est l'individualisation de la servitude et de l'exploitation, c'est-à-dire que chacun, c'est un peu chacun pour sa peau, justement, pour employer, filer la métaphore. Jeanne, elle est seule, ils sont seuls. Alors c'est vrai, ils vont boire des coups un peu pour surmonter le moral, heureusement, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Donc je trouve que la situation, d'une certaine façon, est pire, parce qu'il n'y a pas d'organisation collective, ou peu. C'est effectivement quelque chose qui était revenu, voilà, dont on avait parlé. C'est qu'on a l'impression que les gens qui travaillent dans la culture, finalement, c'est double peine parce qu'ils ont des conditions très précaires, mais en fait, c'est un tel honneur de travailler dans la culture qu'ils n'ont même pas le droit de se plaindre. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé votre critique de ça parce que je connais un peu ce milieu et je le confirme. Et j'ose pas utiliser les masques parce qu'alors, à l'heure actuelle, je pense que le mot masque, on n'a pas forcément envie de l'entendre, mais je dirais un jeu de dupes. Voilà. Et quelqu'un a parlé aussi du fait que vous aviez un regard d'entomologiste, mais c'est vrai, vous avez un regard d'entomologiste, vous disséquez très bien ce monde, voilà, qui est un monde assez cruel finalement. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Caroline Gruet, levez la main. Oui. C'était juste pour faire une remarque.
pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos que dans le livre, les personnages sont assez chacun pour soi. Et du coup, je me suis demandé si Jeanne, du fait qu'elle se sente un petit peu inférieure aux autres, qu'elle se sente pas légitime et pas à la hauteur, je l'ai trouvée un petit peu humainement effrayante dans le sens où je la trouvais très humaine, mais pas le côté où tout le monde s'attend à une générosité, à une bienveillance, quelque chose comme ça, mais plutôt une humaine où ça arrive à tout le monde effectivement d'avoir des défauts en fait. Vous voulez dire que c'est un personnage qui a aussi des défauts Oui. et donc que c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu poignant dans sa situation. Oui. Qu'on la voit surtout par ses défauts et pas forcément pour des qualités éventuelles qu'elle pourrait avoir. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'expression des qualités de Jeanne, il y a beaucoup de ses défauts et le mauvais côté, un petit peu, entre guillemets. Ah, vous trouvez que le personnage est d'accord. Moi, j'ai essayé de faire un peu 50-50, quoi. C'est-à-dire que de faire un personnage qui soit pas trop positif, donc peut-être j'ai raté, mais qui soit pas trop positif et en même temps pas trop négatif. C'est-à-dire que, en fait, Jeanne Jeanne avec beaucoup de courage, bah, c'est pas Jeanne, quoi. Enfin, je veux dire, l'histoire presque n'a pas de sens. Ça serait vraiment un personnage qui serait trop valorisant et on comprendrait pas pourquoi elle se met dans cette situation, pourquoi elle continue à travailler là. Il fallait un personnage qui soit qui ait pas beaucoup de... En fait, pour que l'identification soit plus forte dans la mesure où le regard du lecteur ou de la lectrice et de Jeanne soit au même niveau. C'est-à-dire que par Jeanne, on voit beaucoup de choses et il y a beaucoup de situations absurdes qui ressortent de façon plus forte et qui guident pas trop en fait justement la lecture et le parcours et son parcours. Après, oui, c'est pas un personnage totalement positif. Moi, cela dit, mais là, j'entre peut-être, je sors un peu de mon rôle. Je la trouve attachante. Enfin, justement, parce qu'elle a beaucoup de défauts. Enfin, beaucoup de défauts. Elle a des défauts que tout le monde a, il me semble. Elle est peut-être un peu plus lâche ou un peu plus soumise, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont elle se rend compte que d'autres personnages ne voient pas. Alors moi, vraiment, au début, ma première version du livre, je me disais non, elle est trop sympa, quoi. Il faut quand même qu'elle soit un peu plus, qu'on ait un peu plus envie enfin, qu'elle soit finalement plus profonde et qu'il y ait plus de méchanceté même chez elle, qu'il y ait plus de rivalité, de mauvais sentiments en elle, quoi. Parce que sinon, on peut même pas s'identifier. Je veux dire, parce qu'on a tous de temps en temps des mauvais sentiments ou des accès comme ça de lâcheté ou de... Et je pense que c'est là où... Enfin, oui, nous, on l'a trouvée attachante, il n'y a pas de souci. C'est juste, je pense que c'est là où ça peut devenir un peu effrayant. Enfin, en tout cas, pour moi, des fois, c'était un peu effrayant. C'est se rendre compte à quel point des choses qu'on fait tous dans la vie courante peuvent parfois... à quel point certains défauts peuvent être effrayants et font peur, en fait. Parce qu'on se dit, bah, moi aussi, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ce que Jeanne, elle a fait. Et ça peut faire un peu peur, je trouve. De le voir de l'extérieur. Ouais, et en tant que point de vue, enfin, se retrouver en fait en projection avec un point de vue extérieur, on se dit oui, oui, effectivement. C'est pour ça que pour nous, il y a une certaine humanité vraiment effrayante jusqu'à quel point on peut lui. Ah oui, dans cela, bah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça en fait parce que je pense qu'on le fait tous. Ce que fait Jeanne, c'est et les autres personnages, c'est ce qu'on fait à des échelles plus ou moins. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était une façon de, comment dire, je voulais pas porter un regard accusateur, mais plutôt un regard où je décortique un certain nombre de fonctionnements et comment en fait chacun est un peu obligé d'adopter ce fonctionnement pour une forme de survie ou de... Le seul moment où en fait on peut échapper à ça, c'est des moments collectifs. Or, rien dans la tannerie ne permet une organisation collective. Bon, c'est un peu le fait des individus, hein, mais ils n'ont pas énormément de choix, quoi. Et donc, les moments où on échappe à ça, c'est les manifestations.
ou Nuit debout, où là, il y a un peu autre chose. Mais en même temps, les manifestations sont violentes, il y a la police. Finalement, à chaque fois, quand même, que ce soit au travail ou dans la rue, il y a une violence très forte. Et c'est comment est-ce qu'on se positionne ou quelle attitude on peut avoir par rapport à cette violence. Et c'est des choix qui sont très déterminants, en fait. Mais vous avez raison, en fait, justement, effectivement, il y a quelque chose de sûrement effrayant, quoi, dans... Merci. Merci beaucoup. Elia Félix avait une question. Oui, bonjour. C'était par rapport donc au personnage de Jeanne qui est, comme on l'a dit, assez effacée, qui a du mal à trouver sa place et qui est donc timide. Je me demandais si ça en faisait pas un personnage assez symptomatique des gens qui vivent en ville d'une manière générale, qui sont seuls au milieu de la foule et donc un certain aussi individualisme qui est mis en place. Où une vulnérabilité donc prend le dessus et en fait une ville qui prend pas complètement conscience de son potentiel de solidarité dont vous parliez tout à l'heure. Et oui, et je faisais aussi peut-être un lien avec la citation de Rimbaud que vous aviez mis au début de votre roman, avec ce terme de délicatesse qui est peut-être synonyme de vulnérabilité et donc cette difficulté de trouver sa place au milieu de la foule, voilà. Bah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que enfin, là, c'est une ville qui absorbe, rejette, exclut, écrase. C'est pas une ville bienveillante, quoi. Et donc, après, bon, bah, la caractéristique, enfin, le caractère effacé ou timide de Jeanne, bon, je pense aussi que c'est un peu c'est littérairement ce qui permettait, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'égalité entre le lecteur ou la lectrice entre les lecteurs et le personnage. Et effectivement, alors le poème de Rimbaud en exergue, c'est aussi parce qu'il se réfère à la banderole pendant la manifestation. Mais vous avez raison, et par délicatesse, c'est aussi cette délicatesse, cette sensibilité. J'ai pensé d'un âge de la jeunesse, à savoir le passage, l'entrée dans le monde, dans la société active, enfin quand on embrasse une profession ou qu'on doit commencer à être un adulte alors que jusqu'à présent on a plutôt été un peu on s'est laissé porter par la vie. Et c'est aussi ce moment de transition, moi, qui m'intéresse quand même, de l'adolescence à l'âge adulte, qui se fait de plus en plus tard aussi aujourd'hui, hein, pour des raisons matérielles. Et donc cette sensibilité, cette délicatesse de la jeunesse. Enfin, moi, c'était ça qui me... Je crois que c'est pour ça que je trouve ce poème aussi de Rimbaud très beau, quoi. Alors, moi, je vais faire une dernière remarque pour vous remercier et puis vous laisser partir. Mais la construction du roman, elle est vraiment fabuleuse, quoi. C'est très, très riche, en fait. On pourrait le relire plusieurs fois et y trouver des choses différentes. Et vous avez, comment dire, une facilité et une beauté des descriptions, c'est sublime. Vous arrivez à rendre quelque chose fluide, à rendre fluide quelque chose qui est extrêmement complexe. Parce qu'en fait, plus on le relit, et plus on se rend compte que c'est extrêmement complexe, en fait. Hein. Il y a plusieurs points de vue, il y a une mise en abîme. Donc, vraiment, je suis admirative et très contente d'être tombée sur votre livre. Voilà, je tenais à le dire. Ben merci beaucoup. Et j'ai aimé votre sincérité. J'ai trouvé que le personnage de Jeanne, il était touchant parce qu'il était sincère. Donc, j'insiste avec cette histoire de la tannerie et de la peau. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de très authentique dans ce que vous essayez de décrire et de révolte par rapport à ce superficiel. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. La culture, elle est là pour tous, qu'on ait le bagage, qu'on l'ait pas. Et c'était aussi un autre discours, me semble-t-il, en creux que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci beaucoup.